Bonjour, je m'appelle Léonore Bessette. Moi, Jordan Lavoie. Puis on a décidé de présenter le philosophe Thales de Milet. Donc, pour la question 1, qui est de donner une brève biographie, de le situer sur la ligne du temps et dire s'il est pré-socratique ou non. Nous, on va commencer par la ligne du temps pour pouvoir l'utiliser dans notre biographie. Donc, Thales de Milet serait le premier philosophe. Il serait né en 625 avant Jésus-Christ. Il serait grec et il serait décédé en 547 avant Jésus-Christ. Donc, pourquoi je dis il serait, c'est qu'on est sûr de rien parce que c'est pas très clair vu que c'était il y a très longtemps. Sinon, au départ, il était un marchand. Il a gagné beaucoup d'argent grâce à ça. Puis comme ça, il avait plus de temps et de ressources pour pouvoir pratiquer ses principaux intérêts qui étaient les mathématiques, la science et la philosophie. Il n'y a pas de documents écrits qu'on a retrouvés, puis on ne sait même pas s'il y en avait. Puis s'il y en avait, bien, ils ont tous été détruits. OK, donc pour poursuivre sa biographie, on va utiliser des expériences qu'il a eues dans sa vie pour faire ressortir ses caractéristiques psychologiques. Désolée. Premièrement, il y a l'événement avec l'âne et le sel. Donc, je vais faire un petit résumé. Un âne apportait sa marchandise qui était du sel. Et un jour, il est tombé dans l'eau et a réalisé que quand il tombait dans l'eau, puisque le sel se dissout, que la marchandise était beaucoup moins lourde. Donc, à chaque fois qu'il passait le même chemin, il allait dans la rivière pour rendre moins lourd sa marchandise. Donc, ce que Thalès a fait, il a rempli ses sacs d'éponges au lieu de sel, ce qui lui a permis de, quand l'âne est allé dans l'eau, c'est devenu plus lourd au lieu de plus léger, donc l'âne n'a plus refait la même chose. Ça nous montre que Thalès est vraiment rusé, puis ça montre aussi sa démarche et sa réflexion pour résoudre des problèmes. Deuxièmement, il y a l'éclipse solaire. Donc, il a réussi à prédire l'éclipse solaire de 585 avant Jésus-Christ. Et ça, on croit que c'est grâce à sa visite à un peuple qui s'intéresse beaucoup à l'astrologie et qui réussit à prédire les éclipses solaires. Donc, quand il est revenu en Grèce, il a appliqué les mêmes comme pratiques qu'eux utilisent. Donc, il a utilisé ses connaissances pour pouvoir prédire l'éclipse. Ça montre comment il applique des nouveaux concepts dans un nouveau contexte, en fond. Troisièmement, la péripétie de la pyramide. Donc, on lui a demandé de mesurer la hauteur des pyramides de Khéops, qui sont très hautes, et personne n'avait jamais réussi à mesurer leur hauteur, puisque justement elles sont très hautes. Donc, lui, la méthode qu'il a utilisée, c'est qu'il s'est dit au moment où mon ombre va être aussi grande que ma grandeur réelle, mais l'ombre de la pyramide va être aussi grande que la taille réelle de la pyramide. Donc, grâce à cette logique-là, il a pu déterminer la hauteur totale de cette pyramide, quelque chose que personne n'avait réussi auparavant. Donc ça montre son raisonnement mathématique, comment il est naturel, puis il vient naturellement chez lui, parce qu'il a été très ingénieux avec ça. Nous allons garder sa théorie tout est haut pour la deuxième question. Donc voilà, ça va être expliqué un peu plus tard. Sinon, nous, on croit qu'il est pré-socratique, car il partage 3 des 4 éléments. Premièrement, il est né avant Socrate. Deuxièmement, ses recherches portent beaucoup sur la nature. Et troisièmement, il fait ses recherches individuellement. Le quatrième critère, c'est souvent l'influence de la religion, mais dans le cas de Thalès de Milet, c'est complètement le contraire parce que lui était une des premières personnes et premiers philosophes à exclure comme l'idée des dieux pour expliquer un concept. Donc, mais il correspond quand même à la catégorie présocratique à cause que c'est une des caractéristiques des premiers philosophes qui est de ne pas faire appel aux dieux lorsqu'on essaie d'expliquer un concept. Donc maintenant, on va répondre à la question 2, qui est quels sont ces objets d'étude et à quel domaine de la philosophie est-ce qu'on peut les relier? Donc, premièrement, les 3 principaux domaines d'étude à Thalès de Milet, mais il y avait la science et les mathématiques qu'on peut mettre ensemble, puis la philosophie. La science et les mathématiques, c'est pas lié à un domaine de la philosophie qu'on a vu en classe, mais c'est très important parce que c'était un mathématicien, donc c'est une partie de lui.
Mais sa philosophie, elle, on peut l'associer au domaine de la métaphysique, parce que la métaphysique, c'est un domaine qui essaie de répondre, c'est un domaine qui est au-delà de la physique, c'est un domaine qui essaie de répondre à des questions comme de quoi est fait la matière, de quoi est fait le monde qui nous entoure. Puis, Thalès, il a essayé de répondre à cette question-là, justement, en affirmant que tout est haut. Donc, c'est ça, il a affirmé que tout était haut. Puis ça l'a permis, ça démontre à quel point il était sur la métaphysique parce que c'est directement relié à la matière qui est un des objets d'étude de la métaphysique. Puis ça, si... Ça l'élimine, dans le fond, la philosophie de la religion parce qu'il ne se base pas sur les dieux pour expliquer le concept. Juste une petite précision, il n'utilise pas la philosophie des mathématiques ni les philosophies de la science parce que c'est vraiment basé, toutes ces réflexions sont basées sur, je sais pas comment l'expliquer, c'est pas ces réflexions, c'est toutes ces expériences, c'est à partir d'expérimentation et non à partir de faits réels. C'est ça, de faits réels et non sur une réflexion sur les mathématiques ou une réflexion sur la science. Il va vraiment sur le terrain, comme on dit, pour expérimenter et observer les nouveaux concepts. Sinon, la troisième question qui est le philosophe présente-t-il un discours scientifique et ou philosophique et ou religieux? Thalès de Milet présentait un discours scientifique et philosophique. Premièrement, il était mathématicien et scientifique. Dans ses multiples expériences, comme exemple celle de la pyramide et du sel, il se servait d'une démarche scientifique. Sa démarche scientifique, elle consiste dans le fond à observer quelque chose, émettre une hypothèse, après ça faire des expérimentations en lien avec celle-ci pour prouver. Finalement, grâce à ces liens, on peut éliminer la possibilité d'un discours religieux, car une des caractéristiques de Thalès de Milet, c'est l'absence de l'influence de la religion dans ses réflexions. L'influence de la religion, c'est vraiment ce qui différencie, dans le fond, la religion des autres, parce que, comme qu'on avait observé, les trois domaines, donc la religion, la philosophie et la science, se ressemblent vraiment, mais ils ont quelques petits critères, comme on pourrait dire, qui les différencient. Aussi, il présente un discours philosophique, parce qu'il y avait un intérêt pour la connaissance, qui est la définition même de la philosophie antique. Il se servait des méthodes comme le questionnement ou la réflexion pour tenter de comprendre des concepts et pouvoir répondre à des questions existentielles, comme ce qu'il a fait dans sa théorie Tout est haut. Mais finalement, la question 5, qui est ce philosophe était mathématicien et philosophe, est-ce que c'est contradictoire selon vous? Donc, nous, on ne croit pas que c'est contradictoire, même si, premièrement, on a rentré les mathématiques dans la discipline de la science. C'est que ça sert dans des tableaux comme qu'on a vu en classe. Donc, même s'ils utilisaient des outils différents, comme par exemple en philosophie, on utilisait la pensée et la raison, puis en mathématiques, on va utiliser des outils comme la mesure, comme dans son expérience par rapport aux pyramides. Puis que les méthodes aussi sont différentes, mais aussi similaires. Par exemple, les méthodes similaires peuvent avoir la recherche et la démarche, qu'elles soient philosophiques ou scientifiques, il va y avoir une structure dans leur démarche. Mais il y a aussi des méthodes qui sont différentes. Par exemple, en mathématiques, pour avoir la démarche algébrique. La démarche algébrique, c'est comme une subdivision de la démarche scientifique qui consiste à comparer des données pour pouvoir comme faire des égalités comme qu'il a fait avec son nombre et celle de la pyramide. Donc, c'est un peu une démarche algébrique avant que l'algèbre existe. Mais la raison pourquoi on dit que ce n'est pas contradictoire, mais au contraire qu'ils vont bien ensemble, c'est qu'ils ont des objets d'étude qui sont très similaires. Dans le fond, c'est la même chose. Les deux, ils incluent tous les aspects de ce qui nous entoure, par exemple la nature, comme dans les expériences de Thalès. Puis, ils ont le même objectif qui est de répondre à des questions existentielles. Finalement, comme par exemple, je veux dire, sa théorie Tout est haut, il essaie de répondre à une question existentielle qui est c'est quoi la composition de tout ce qui nous entoure. Ceci englobe la science et la philosophie, mais vu qu'il n'avait pas les outils pour comprendre scientifiquement, il s'est appuyé sur la philosophie,
mais il a quand même eu une hypothèse et une explication, ce qui est très similaire à la démarche scientifique. Donc, ceci conclut notre présentation. On va maintenant faire notre bibliographie ou médiagraphie. Ouais. Bien, on a utilisé le tableau comparatif qu'on a fait en classe. On a aussi utilisé le document sur les philosophes, mais la partie sur Thalès. Desmillet. Ouais, Thalès Desmillet. Puis sinon... Sinon, on a utilisé aussi... le cours sur la démarche de comment écrire une réponse philosophique. Ah oui, et nos notes de cours du premier cours sur les définitions de la philosophie. Puis sinon, toutes les photos dans notre PowerPoint, il y a le site qui est écrit en dessous. Merci beaucoup.